Salut à tous, aujourd'hui on va faire une vidéo sur l'impuissance apprise. Pourquoi tu te sens impuissant face à une situation, un problème ou voire une douleur, puis ça te fait dégager des émotions complètement négatives, désagréables. Je vais essayer de répondre sur cette vidéo. Je vais te donner un exemple. Je ne sais pas si tu as déjà vu cette photo d'un éléphant avec une chaîne autour du cou. Malgré son poids et sa taille, il peut casser la chaîne, mais il ne le fait pas parce qu'il se sent impuissant face à cette chaîne. Pourquoi? Parce que quand il a été petit, en tout cas un peu petit poids, on lui a mis cette chaîne. Il n'avait pas la puissance nécessaire pour la briser. Du coup, il s'est débattu pendant un certain temps. Puis il a grandi. Mais il s'est senti tellement impuissant face à cette chaîne que même quand il grandit, même quand il a grandi et qu'il a pris un certain poids, il se sent toujours impuissant face à cette chaîne. Une étude de Seligman en 67, qui est plutôt connue même si elle est un peu malsaine, il avait pris une cage où il y avait deux bacs. Dans la même cage, il y avait deux bacs et le sol était électrifié. Il avait placé le chien dans un compartiment et le chien pouvait sauter d'un bac à un autre, d'accord? Tout en restant dans la même cage. Un groupe, il avait placé qu'une petite parcelle d'électricité. C'est-à-dire que si le chien sautait, il n'avait plus d'électricité. Le deuxième groupe, toute la cage, quoi qu'il arrive, était électrifiée. Donc le chien avait beau sauter d'un côté ou de l'autre, il était électrifié. Et ce qui est intéressant, même si cette étude est un peu dégueulasse, comme on dit, c'est que quand on ouvre la cage, au deuxième groupe, c'est-à-dire que la cage est toute électrifiée, le chien reste dans la cage. Il se sent tellement impuissant qu'il ne prend pas la force et l'initiative de sortir de la cage alors qu'il peut. Et c'est à partir de 2016, c'est venu super tard, on a commencé à cartographier notre cerveau et on a su où venait notre impuissance apprise. Et en fait, c'est quelque chose d'inné en nous. Ça veut dire que depuis 200 000 ans, c'est programmé en nous. C'est facile à faire. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça permettait à nos ancêtres de ne pas perdre de l'énergie. C'est-à-dire quand c'était compliqué et quand on n'avait pas d'énergie, c'est-à-dire que si on luttait pendant un moment et on n'avait plus d'énergie, on mourait. Donc en fait, l'impuissance apprise, qui est quelque chose d'inné en nous, c'est un raccourci de notre cerveau, dire laisse tomber, perds pas ton temps, perds pas ton énergie. Pour faire simple. Et l'inverse, l'optimisme appris, c'est un peu l'antidote de l'impuissance. Ça, c'est venu sur une zone de cerveau qui est un peu plus récente, le lobe préfrontal. Ça, le lobe préfrontal, c'est pour planifier les tâches, gérer nos émotions, organiser et aussi être optimiste. C'est quelque chose qui n'est pas en nous, qui n'est pas acquis en tout cas. On doit l'acquérir au fil du temps, au fil de nos compétences et notre parcours. L'impuissance apprise, qui est, je résume, qui est innée et qui veut dire en gros, perds pas ton temps, laisse tomber, ça sert à rien, c'est comme le chien et l'éléphant. Ça veut dire que même s'ils peuvent sortir de la cage, les chiens, même si l'éléphant peut briser la chaîne, eh bien ils ne le font pas. Parce qu'ils n'ont pas envie de perdre d'énergie. Le raccourci, c'est laisse tomber, perds pas ton temps. Et du coup, ils ne font rien. Et là, à partir de là, on tombe vite dans le piège parce qu'on a raté des choses dans le passé. On a échoué. On va obligatoirement rater dans le futur. Et là, on tombe dans un cercle vicieux qui est souvent inconscient par rapport à plein de choses. Ça peut être quelqu'un qui nous dit « t'es foutu, laisse tomber, ça sert à rien que tu te battes. Tu vas avoir mal toute ta vie. » C'est peut-être parce que tu t'es bloqué une grosse fois, une énorme fois, tu as été alité pendant un moment. Ça peut être parce que tu t'es bloqué plein de fois à la suite et à un moment donné, tu te sens impuissant par la situation. Ça peut être parce que tu as posé des CV et tout le monde t'a dit non. Ça peut être parce que tu t'es engueulé X fois avec une personne, du coup tu laisses tomber. Ça peut venir de plein de contextes et d'expériences. Ça peut être une grosse expérience qui te fait vraiment sentir impuissant ou plein de situations d'expérience répétées dans le temps qui te font que tu te sentes impuissance.
par rapport à ça. Et ce qui fait naître le plus l'impuissance, c'est quand on se focalise sur les tâches, les actions où on n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire quand on se focalise sur la météo qu'on ne peut pas changer, le président de la République qu'on ne peut pas changer, sur les personnes qui nous crient dessus ou les personnes qui nous énervent. Ça peut être parce que je n'ai pas pu marcher à un moment donné, parce que à l'instant T, je ne peux pas jouer avec mon enfant, parce que j'ai été bloqué à un moment donné dans ma vie. Et ça, ce sont des choses qu'on ne contrôle pas. En tout cas, difficilement. C'est des choses qu'on va parler un peu plus tard, mais je voulais te faire une petite parenthèse pour en aborder et commencer dessus. Alors maintenant, je vais te parler d'une étude qui met en relation l'impuissance apprise avec les émotions, mais surtout avec notre physiologie. Et si ça peut créer des lésions, donc des blessures. Cette étude date de 1971 de Weiss. Ce professeur avait fait 3 groupes de rats. Le premier groupe de rats, ils avaient une cage avec une roue à l'intérieur. La cage était électrifiée, sauf quand le rat commençait à tourner la roue. Dès qu'il commençait à tourner la roue, il supprimait l'électricité. Donc il avait du pouvoir sur l'électricité. Le deuxième groupe, les rats n'avaient aucun pouvoir sur l'électricité. C'est-à-dire que le seul moyen pour que l'électricité s'arrête, c'était que le premier rat, le premier groupe, actionne la roue. Quand le rat actionnait la roue, ça désactivait l'électricité du deuxième groupe. Donc le rat n'avait aucun pouvoir sur la cage, sur l'électricité. Et le dernier groupe, c'est le groupe contrôle, le groupe témoin qu'on appelle ça, parce que forcément ça crée du stress d'être enfermé dans une petite cage avec une seule roue. Donc là, je vais t'afficher un graphique. Ce graphique, on a mesuré l'ulcère, donc au millimètre près, l'ulcère qui était présent dans l'estomac des rats. D'accord? Là où tu vois le moins, où ça c'est le plus petit, c'est là où il y avait les rats qui étaient dans le groupe témoin, dans la cage enfermée, sans qu'il y ait d'électricité. Donc il y avait un petit niveau de stress qui était faible. Sur le graphique, au milieu, tu verras que c'est le premier groupe. Donc ça veut dire qu'il y avait des lésions qui étaient faites, mais vu qu'il y avait du pouvoir, c'est-à-dire que dès qu'il actionnait la roue, l'électricité s'arrêtait. Les lésions étaient beaucoup moins importantes que le deuxième groupe, qui est quasiment, je trouve quand même énorme, parce que le fait qu'il n'avait pas de pouvoir, il se sent dans une situation d'impuissance face à cette situation. Et bien du coup, il y a beaucoup plus de lésions au niveau de son estomac. Sur le deuxième graphique, c'est un peu presque le même principe, sauf que c'est au niveau d'une alarme sonore. C'est-à-dire que le premier groupe, dès qu'il a une alarme sonore, il est averti qu'il va être électrifié. D'accord? Le deuxième, il n'a aucun avertissement. C'est complètement aléatoire. Et le troisième groupe, c'est un groupe contrôle où il n'y a absolument rien, mais vu qu'il y a un peu de stress de rester dans cette cage, on est obligé de mesurer. Tu verras que dans ce graphique, le groupe témoin forcément a un petit niveau de lésion au niveau de son estomac, au niveau des ulcères. Celui du milieu, c'est le premier groupe, c'est-à-dire qu'il est averti avant d'être électrifié. Et celui où il y a le plus de lésions, c'est le deuxième groupe. Et le deuxième groupe, bien sûr, il n'est pas du tout averti, donc il n'a pas de pouvoir. Il a beaucoup plus un sentiment d'impuissance et donc plus de lésions au niveau de son estomac, de ses ulcères. Une étude un peu dégueulasse aussi, Richter, mais c'est à partir de là, je pense qu'on a commencé à comprendre l'impuissance apprise et l'optimisme. Heureusement qu'on ne fait plus ce genre d'études d'ailleurs avec les reins, parce que c'est un peu sadique. Hein. Même beaucoup. Là, le premier tube, en fait, ils avaient fait un tube avec de l'eau. Et ça, c'est le premier groupe, et où ils mettaient le rat. Le rat mettait 15 minutes environ à se noyer, à se débattre. Le deuxième groupe, c'est-à-dire qu'on mettait les rats, et à partir de 15 minutes, c'est-à-dire environ à la période où ils se noyaient, on les sortait de là. On les séchait, on les câlinait, puis on les remettait dans le tube. Et au lieu de se débattre en 15 minutes, ils se débattaient entre 60 heures à 90 heures. Je ne sais pas si tu t'en rends compte, c'est plusieurs jours. Le premier groupe se sent complètement dans une impuissance,
Alors que le deuxième, il croit, du coup, parce qu'il est arrivé une fois, parce qu'il a eu des réussites, il croit en lui, il va avoir une énergie complètement colossale. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Alors tu dois te demander, c'est qui ce jeune? Moi, je m'appelle David Omar, je suis kiné-ostéopathe, je soigne les douleurs de dos chez les patients qui ont tout essayé, afin qu'ils retrouvent une vie normale, tant sur le plan physique que mental. L'impuissance apprise, c'est une forme de croyance. Une croyance, c'est quoi? C'est quelque chose que tu crois fermement à quelque chose. Parce que tu as entendu des trucs, tu as eu des expériences qui sont plus ou moins passées convenablement ou même catastrophiquement. Il y a des choses qui sont très bien passées et du coup, ça t'a mis de l'énergie. Bref, c'est une accumulation de plein de choses qui fait que tu crois en quelque chose. Donc soit parce que c'est possible de faire quelque chose, ça va te dynamiser, ou soit au contraire, ça va te freiner, te ralentir, te mettre un obstacle vers là où tu veux aller. Donc soit tu vas y croire parce que tu vas être optimiste, tu vas y croire en toi, en quelque chose, et du coup ça va dynamiser tes actions. Soit à l'inverse, tu crois que c'est pas possible, tu vas pas y arriver parce que quelqu'un t'a dit que tu vas avoir mal toute ta vie, parce que quelqu'un t'a dit que tu es un gros naze, parce que tu as eu une hyper mauvaise expérience, parce que tu t'es fait licencier plein de fois dans ta vie et t'en peux plus, parce que tu t'es fait tromper, parce que voilà, tu as eu plein de trahisons. Et du coup, tu n'y crois plus en quelque chose. Ça, tu as soit la croyance qui te dynamise, qui te crée un moteur, on va dire, soit quelque chose qui te freine. Les croyances, on en a vraiment de partout, que ça soit conscient ou inconscient, ça dicte complètement nos vies et nos comportements. Donc soit ça dynamise, je ne vais pas répéter, mais quand ça nous freine, on se sent dans un sentiment d'impuissance et ça prend le raccourci de laisse tomber, perds pas ton énergie, perds pas ton temps. Et là, après, tu as le cercle vicieux qui commence. Si le sujet des croyances t'intéresse, marque-le-moi en commentaire, ça me motiverait en tout cas pour faire une vidéo sur le sujet parce que ça me prend énormément de temps de faire ce genre de vidéo, de contenu, de chercher des informations, de les rendre le plus digeste possible pour que tu puisses comprendre. En tout cas, mets un petit commentaire, ça ferait plaisir et aussi un petit pouce bleu. Voilà, hein? Ça récompenserait un peu mon travail et en tout cas, ça permettrait de toucher plus de personnes et des personnes comme toi qui en ont besoin. Alors, je vais te parler de l'optimisme appris. C'est quelque chose qui n'est complètement pas du tout inné en nous. On doit l'acquérir au fur et du temps. Je vais te donner des exemples pour que ça te parle. De 1952 à 1992, il y a une série noire au niveau des JO artistiques, au niveau de la gym. Il n'y avait que les Russes qui gagnaient les médailles olympiques. Personne n'arrivait à gagner. Il y avait une série noire. Il y avait comme un sentiment d'impuissance face à ces athlètes qui gagnaient et qui n'arrêtent pas de gagner. C'est à partir de 1996 que les Américaines ont gagné la première médaille olympique. Et c'est à partir de là que tout s'est inversé. Les gens ont cru et il y a eu énormément de médailles qui ont été gagnées. Mais en tout cas, pas par la Russie. Petite parenthèse, elles ont en tout cas gagné en 1996 et après plusieurs fois parce qu'elles sont programmées dans l'idée, dans l'esprit en tout cas, qu'elles ne se battaient pas contre quelqu'un d'imbattable. Elles étaient dans l'optimisme de gagner. Et c'est comme ça qu'elles ont pu gagner contre la Russie. Une histoire beaucoup plus connue, Roger Bannister, lui a réussi à courir le 1 miles, donc 1,6 km environ, en moins de 4 minutes. Personne n'y croyait. Tout le monde disait que c'était impossible. Même les scientifiques disaient que si on faisait ça, c'est-à-dire qu'on arrivait en dessous de 4 minutes en 1 miles, on mourrait. Il y avait une croyance tellement forte, une impuissance tellement puissante que personne n'y croyait. Lui, il a cru, il y est arrivé, et même en arrivant, il a même cru qu'il allait mourir. Il a réussi, et en moins de, je crois, 46 jours, après, le record a été encore battu. Et là, il y a une pluie de records, c'est-à-dire que tout le monde y croyait, était optimiste, et du coup, ils ont battu les records un par un. Juste pour te dire qu'en fait, si tu y crois un peu, juste un petit peu, tu as une voix dans ta tête qui te dit
c'est possible, ben en fait, ça change tout. Tu comprends ce que je veux dire? Des fois, pour y croire, je vais te raconter une histoire. De s'inspirer des gens qui ont réussi, je trouve que c'est motivant en fait. Il y en a une liste des tonnes, j'aime bien celle-là. W. Mitchell, lui, il a eu plusieurs accidents. Un accident de moto et un accident d'avion. Il a fini tétraplégique, il a été brûlé tout son corps, même défiguré. Sa femme l'a quitté parce que forcément, c'était plus possible pour elle. Je te raconte, je te passe les détails de la douleur, des émotions. Parce que forcément, d'être fini comme ça, c'est compliqué. Pendant une bonne période, il s'est dit, pourquoi moi? Pourquoi c'est possible? Comment je vais faire? Plus personne va m'aimer, plus personne va vouloir de moi. Et ça, c'est normal, c'est une réaction complètement normale. Puis du jour au lendemain, il a commencé à se poser une question complètement différente. Et il se l'a posée en boucle. Comment mon expérience peut me servir? Comment ce que j'ai vécu peut me servir dans la vie? C'est-à-dire qu'au lieu d'être focalisé sur mon malheur, ce qui m'est arrivé, je ne peux pas faire, personne ne veut de moi, il s'est mis dans sa tête à se poser les premières questions, à se dire qu'est-ce que je peux faire en fait? Et c'est tellement devenu obsessionnel cette question qu'il avait une infirmière franchement qu'il adorait et qu'il voulait conquérir. Il commençait à raconter l'histoire aux autres patients qui étaient dans un service de grand brûlé. Tout le monde lui disait mais t'es malade, mais tu t'es vu, t'as vu ta tronche, mais c'est pas possible, machin, arrête, laisse tomber, machin. Et lui, il se posait toujours la question, comment mon expérience me servir? Comment je peux y arriver? Qu'est-ce que je suis capable de faire? C'est tellement venu une question dans son quotidien que au bout d'un an et demi, cette infirmière est devenue sa femme. Sa femme était belle et ravissante. En tout cas, il a tellement cru qu'il y est arrivé. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'aurait pas cru, ça aurait été impossible à conquérir. Impossible. Il s'est présenté aux élections, certaines élections. Voter pour W. Mitchell, c'est voter pour autre chose qu'une belle gueule. Et en fait, il a réussi. C'est-à-dire que il est passé d'une situation où il avait des douleurs de malade, tétraplégique, impuissant, à se poser des questions différentes. Jour après jour, se battre, avoir des convictions. Forcément, hein, c'est pas une ligne droite. Hein, faut pas dire, là, je te raccourcis l'histoire. Hein, mais c'est pas une ligne droite. C'est des courbes, c'est des montées, des descentes. Qui fait qu'il a réussi à avoir une belle femme, une ravissante. En tout cas, c'est la femme qui lui plaisait dans tous les domaines. Et même à remporter une élection. Des histoires comme ça, il y en a plein, des témoignages, des bibliographiques. Je t'incite à y aller, à les voir. C'est super intéressant. Ce qui est, en tout cas, je vais me permettre de dire, c'est que quand tu te mets dans une situation où tu ne crois pas, où c'est impossible, là, c'est la catastrophe. Alors, c'est pas forcément ta faute, parce que c'est tout un écosystème, une société des gens que tu rencontres qui sont pas forcément bien, qui sont néfastes. Ça peut être quelqu'un qui dit tu vas être foutu, quoi qu'il arrive, quoi que tu fasses, parce que tu es bourré d'arthrose, tu as une hernie, fais attention. Si tu fais un faux mouvement, tu vas être paralysé. Ça va être anxiogène, tout ça. Parce que tu t'es fait opérer, ça s'est pas bien passé ou ça n'a rien changé. Parce que tout le monde te dit quoi qu'il arrive, il faut que tu te fasses opérer, alors qu'il y a des gens qui s'en sortent sans opération. Pour moi, il n'y a pas de règle. Je ne vais pas te dire vas-y, fais ça, c'est sûr. Parce que en plus on fait croire aux gens qu'il y a une solution miracle et qu'elle ne marche pas, du coup, la personne, les gens ne se rendent même pas compte de l'impact que ça a, en fait. C'est-à-dire que j'essaye un truc qu'on dit que c'est miraculeux, qui a marché pour quelqu'un, il essaye, ça ne marche pas. Et là, tu te sens forcément impuissant. Je pense qu'on est tous différents. Il n'y a pas une réponse universelle. Le but, c'est que je pense que tu t'entoures des bonnes personnes qui te tirent vers le haut. Okay, parce qu'il y a des gens qui vont t'enfoncer, il y a des gens qui vont te tirer vers le haut. Le but, c'est que tu ailles mieux. Que ce soit par mon aide ou l'aide de quelqu'un d'autre. Pas d'importance. Le but, c'est que tu avances et tu progresses. Ok? Seligman, dans une étude en 1991, il a analysé les sujets qui étaient en échec.
Et quand les sujets, et qu'on analysait les choses, et on rendait l'échec précis, spécifique, temporaire, enfin, et surtout jamais personnel, les personnes étaient beaucoup plus résilientes, persistaient beaucoup plus et étaient beaucoup plus heureux. Donc quand, dans notre tête, d'accord, quand on est à un échec, parce qu'on ne s'est pas baladé, parce qu'on ne s'est pas amusé avec notre enfant, parce qu'on n'a pas réussi à faire un exercice, parce que on a échoué on allait poser des CV, c'est pas possible, parce qu'on s'est pris des rebonds avec quelqu'un, parce qu'on s'est disputé X ou Y fois avec quelqu'un. Quand on commence à le rendre précis, que c'est dans une période très courte, c'est-à-dire que c'est à cet instant T qui s'est passé ça. Et pas, j'ai généralisé, c'est tout le temps, c'est-à-dire que je me suis bloqué, ça a été un moment de ma vie. Ça me gêne parce que des fois, ça me gêne dans certains mouvements, dans certaines périodes, et pas toute ma vie. Tu comprends? Et que c'est pas la faute à mon père parce qu'il m'a tapé, parce que c'est le chien qui m'a mordu, parce que c'est l'autre, le voisin qui me pourrit la vie en fait. C'est toujours, plus tu vas rendre t'as raté un truc par exemple parce que t'as posé un CV et la personne t'a pas pris, parce que t'avais pas de diplôme, j'imagine. Alors que déjà, on prend de plus en plus de personnes par leur expérience et pas forcément par leur diplôme. Enfin bref, c'est un seul rebond. Ça a été précis, net et c'était pas ta faute en fait. C'est peut-être parce que la personne cherchait une personne en fait, tu ne correspondais peut-être pas. Et peut-être qu'il te rend service parce que tu vas rencontrer un truc qui est encore mieux. En fait, tu vois ce que je veux dire. Et il y a une partie de notre cerveau qui est l'amygdale. C'est un peu la partie reptilienne, animale qui est en nous. Et elle vit dans cette espèce de fantasme, d'illusion qu'on doit réussir tout du premier coup. Alors attention, je mets un bémol parce que je sais qu'il y a des gens qui galèrent, qui souffrent. Moi, le premier, j'ai eu des souffrances. Mais je ne connais pas quelqu'un, en tout cas, qui a extrêmement bien réussi. Ça soit dans l'état d'esprit, heureux. Ça peut être dans la carrière. Ça peut être dans le couple, la famille, la santé. Quel qu'elle soit le domaine, je connais personne qui a réussi du premier coup. Parce qu'on vit dans une espèce d'illusion, de fantasme, qu'on doit tellement réussir du premier coup, parce qu'on se compare aux gens en fait. On se compare aux films d'action, on se compare aux films, déjà aux témoignages où ils disent pas forcément toute la vérité, aux réseaux sociaux en tout cas, je n'en parle même pas. On se compare à des gens qui n'existent pas, ou qui nous font croire un pseudo-truc, un pseudo-illusion. Ouais, je vais payer une Lamborghini alors j'ai même pas les moyens pour dire que je suis riche, mais je le suis même pas. Enfin bref, ça existe au taquet ça. Et les gens qui me disent j'ai jamais d'émotions négatives, j'ai jamais peur, c'est une bullshit. C'est faux. Les gens, ils ont galéré. Les milliardaires qui n'ont pas de diplôme, ils ont galéré. Il y en a plein en plus. La grande majorité, ils sont partis de rien. Et ça ne vient pas d'un héritage. Bien souvent. Enfin, en tout cas, une petite minorité. Et les gens qui sont heureux, c'est pareil. Et comme dit l'expression, il n'y a pas de grand homme sans souffrance. Alors, c'est pas vrai à 100% parce qu'il y a des gens qui sont heureux sans avoir souffrance, je suis d'accord. Mais la grande majorité des cas, les gens ont galéré, ont vécu des souffrances, ont vécu... Et non, c'est pas possible de réussir du premier coup. On voit en tout cas très très peu. Et on vit tellement dans ce fantasme, cette illusion en tout cas, qu'on doit réussir du premier coup, que le seul moyen de réussir du premier coup, c'est de vivre beaucoup dans le passé. Et souvent, j'entends « Ah, avant j'étais riche, avant j'étais heureux, avant j'étais en couple, avant j'étais épanoui dans mon travail, avant je faisais je sais pas combien de kilomètres de marche, avant j'étais sportif. » Et en plus de ça, parce que je pense que c'est la société qui nous conditionne un peu comme ça. Et cette société, elle nous conditionne tellement en fait que dès qu'on veut entreprendre quelque chose, qu'on veut essayer quelque chose, qu'on veut tester un truc qu'on a fait, ou quelque chose qu'on veut faire de nouveau, qu'on n'a jamais fait,
et que ça ne se passe pas comme prévu, en tout cas pas comme notre désir, comme une espèce de fantasme, d'illusion, ben du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on vit dans cette peur de ne pas faire, de ne pas entreprendre des choses de nouveau, ou de réessayer des trucs qu'on a ratés. Et là, le piège et le cercle vicieux s'installent. On vit dans un sentiment d'impuissance parce que on a raté des choses et obligatoirement dans le futur, on a peur d'entreprendre des choses. Mais sache un truc, c'est que cette peur, elle est complètement légitime. Elle est normale parce que elle n'a pas envie de te décevoir. Parce que si tu rates, tu es forcément déçu. Et c'est ça en fait. Cette peur d'espèce d'échec, elle t'incite à faire. Alors pour résumer la vidéo, ce qui est important, c'est que l'antidote de l'impuissance apprise, c'est l'optimisme. L'optimisme, tu peux le chercher dans les choses que tu as déjà réussi dans ta vie, ça peut être dans ton passé, mais ça peut être aussi t'inspirer d'autres modèles, t'inspirer des gens qui ont été pires que toi, qui ont traversé des trucs de malades, et t'en imprégner, soit parce que tu lis leur bibliographie, tu écoutes des témoignages, quels qu'ils soient. L'optimisme, c'est bien sûr quelque chose que tu dois acquérir, ce n'est pas en toi, c'est une croyance. Déjà, je pense, ce qui est important, je pense que c'est un des trucs les plus importants, c'est que si tu ne crois pas en toi, il n'y a personne qui peut le faire à ta place. On ne peut pas dire que toutes les personnes qui ont cru en leur rêve ou un truc ont réussi. Mais ce que je peux dire en tout cas à 100%, c'est que si tu n'y crois pas, c'est impossible. Alors je sais que tu as des hauts débats, on en a tous, mais pour moi la clé de l'impuissance, c'est l'optimisme. Je pense qu'une autre clé, c'est de s'entourer des bonnes personnes. Alors, il y a toujours des gens qui vont t'enfoncer, qui vont te faire peur, et il y a des gens qui vont te tirer vers le haut. À toi de t'entourer des bonnes personnes, parce que dans la vie, quel que soit le domaine de vie, que ce soit la santé, ta carrière, les finances, ton couple, ta famille, tes amis, bref, c'est toujours comme ça. Donc entoure-toi des bonnes personnes. J'ai fait un groupe d'entraide pour se tirer, se stimuler vers le haut pour les gens qui ont des douleurs de dos chroniques. Le lien est en bas. Si ça t'intéresse, on peut se retrouver sur ce groupe. J'espère que cette vidéo t'a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de la tourner. Ça m'a fait plaisir de l'écrire. Certes, ça me prend de temps pour faire ça. Ça me demande de l'énergie. J'espère que ça te plaît. En tout cas, pense juste à mettre un petit j'aime. Ça prend 10 millièmes de seconde. Ça, en tout cas, me valorise mon travail. Mais aussi, ça permet d'aider énormément de personnes. Si tu veux plus de vidéos, tu peux t'abonner. Et en tout cas, on peut se retrouver sur Facebook, sur les réseaux en tout cas. À très bientôt. Ciao!